Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui met l'Afrique au cœur du débat et qui donne la parole à ceux qui vivent l'Afrique au quotidien. Comme chaque semaine, vous le savez, mesdames et messieurs, eh bien, nous sillonnons les réseaux sociaux afin d'aller voir l'actualité qui marque le continent africain. Alors là, 3 sujets ont été choisis. Alors, destination, la Côte d'Ivoire. Alors, élection en Côte d'Ivoire, la CEDEAO s'efface, l'Union africaine prend le dossier en main. Bonne question. On continue avec la présidentielle, encore une fois, 2025 en Côte d'Ivoire, RHDP, PDCI, RDA, PPACI à l'épreuve de la rue qui impose le tempo. Et enfin, Cameroun, présidentielle 2025, l'opposition a-t-elle les moyens de faire tomber le RDPC? Mesdames et messieurs, voilà les 3 sujets que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité du jour. Bienvenue à vous, Moïse Diallo, vous êtes consultant en communication RHDP France. Bonjour, merci beaucoup pour avec votre invitation. Grand plaisir. Merci. On continue, en face de vous, vous avez Babadem. Babadem, vous êtes journaliste ici. Oui, bonjour, heureux de retrouver nos companélistes et bonjour à toi. Bonjour Babadem, c'est un plaisir, effectivement, les commentateurs, les commentateurs surtout. Eh bien, bonjour à vous, on lit vraiment tous vos commentaires, n'hésitez pas à continuer et regardez, visionner les différentes émissions que nous postons sur YouTube. On continue avec vous, docteur Camara, bienvenue à vous, vous êtes économiste et maître de conférence. Bonjour Aïssa, bonjour Baba, bonjour notre invité, donc ravi de se retrouver à nouveau pour parler de l'actualité africaine. Exactement, voilà, qui bouillonne en ce moment, que ce soit dans les différentes parties du continent africain. Exactement. Donc, comme annoncé, on va parler de la Côte d'Ivoire, du Cameroun aujourd'hui. Voilà, exactement. Élection en octobre 2025 pour ces 2 pays, donc forcément, ils font l'actualité de l'émission L'Afrique dans tous ses états. Allez, premier sujet, élection en Côte d'Ivoire. La CEDEAO s'efface, l'Union africaine prend le dossier en main. On regarde une vidéo et puis on revient. La délégation de l'Union africaine a pris le temps de rencontrer les acteurs de la vie politique ivoirienne, du côté de l'opposition avec Laurent Gbagbo ou encore la coalition CAPCI, tout comme du côté de la majorité avec le RHDP. Elle a également été reçue par des institutions comme la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel, ainsi que ce vendredi par le président Alassane Ouattara. La délégation de l'Union africaine s'est dite disponible à accompagner la Côte d'Ivoire dans ce processus électoral avec une priorité, la stabilité. La sous-région CEDEAO traverse une zone de turbulence. Vous savez tous le rôle que joue la Côte d'Ivoire au sein de cette sous-région. Et il est important de sauvegarder les acquis au niveau de la Côte d'Ivoire. De retour sur le plateau, docteur Camara, on vous donne la parole. Oui, Aïcha, donc comme vous venez de le dire, donc à quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, et compte tenu du climat qu'on connaît aujourd'hui, qui est un climat de tension, donc une mission de l'Union africaine a été dépêchée à Abidjan du 11 au 13 juin. Nous allons voir rapidement en 2 points quel est l'objectif de cette mission et comment l'UA compte-t-il s'y prendre. Et ensuite, on va voir dans un deuxième temps qu'est-ce qu'elle lui a demandé. Et finalement, pour mettre en perspective le fait que, on est un peu étonné que la CEDEAO, qui a toujours fait office d'organisation régionale qui se préoccupe des questions de gouvernance dans la zone, ne soit pas en tout cas présente et que ce soit l'UA qui se substitue à la CEDEAO. Alors, donc cette délégation de l'Union africaine, donc conduite par Mohamed Saleh Anadif, l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, donc s'est rendu à Abidjan avec pour objectif de désamorcer les tensions électorales qui semblent s'accentuer chaque jour, comme ils le disent. Donc ils ont rencontré donc les leaders de l'opposition et donc les leaders du parti au pouvoir du RHDP. Ils se disent, l'Union africaine s'est dit disposée à accompagner la Côte d'Ivoire pour que les élections qui se dessinent puissent se dérouler, disent-ils, dans des conditions apaisées. Alors on se demande bien comment l'UA compte s'y prendre. Pour l'instant, donc, des rencontres qu'ils ont eues avec les leaders politiques ivoiriens, il en est sorti le fait qu'ils ont appelé d'une part les opposants à avoir le sens des responsabilités en n'attisant pas les tensions. Ils ont demandé au RHDP de nouer le dialogue politique avec l'opposition et au gouvernement, ils ont demandé de mieux réguler les réseaux sociaux parce qu'on sait bien que les réseaux sociaux peuvent être le lieu d'où toutes les passions se déchaînent et que ça peut aboutir donc à des tensions extrêmement dangereuses. Alors, c'est qu'on est un petit peu la réflexion que cela nous amène, c'est pourquoi est-ce que c'est l'UA
qui s'engage donc à vouloir prévenir les risques de tension. Et pourquoi ce n'est pas la CEDEAO? Alors d'une part, on peut l'analyser sous deux angles essentiellement. Un, on se dit que la CEDEAO, pour ce qui reste de la CEDEAO, donc, est une institution régionale qui est en crise, qui est peu crédible aujourd'hui. Et d'autre part, on considère que cette CEDEAO qui reste, elle est aussi en quelque sorte dirigée par Alassane Ouattara. Donc on ne peut pas être jugé parti. Et donc peut-être ces pairs de la CEDEAO se verraient mal en train de venir demander à Ouattara donc de faire un certain nombre de choses, puisqu'on voit bien que le problème en Côte d'Ivoire, d'ailleurs on est un peu surpris de voir que la délégation de l'UA ne demande pas des élections inclusives, hein, c'est quelque chose que moi j'ai noté, mais demande des élections apaisées. Donc c'est quand même, la nuance elle est importante, parce que dire des élections inclusives, ça voudrait dire que l'UA serait venu demander notamment au président Ouattara de faire en sorte que les ténors de l'opposition puissent réintégrer la liste électorale. Or, il ne semble pas que ce soit le cas. D'ailleurs, ce qu'on attend comme recommandation de l'UA, c'est sûrement l'envoi d'une mission d'observation des élections, et donc pour la transparence. Or, je trouve qu'ils sont un petit peu hors jeu, dans la mesure où aujourd'hui, les craintes, en fait, ne se situent pas à ce niveau-là. Hein, les gens ne craignent pas que des opposants puissent contester les résultats donc, des élections à venir, mais les gens contestent le fait qu'on ne laisse pas des ténors de l'opposition donc, à être candidats pour cette élection. Donc voilà, je considère que voilà, l'UA a un petit peu raté le coche, encore une fois. D'accord, voilà. Très bien. En tout cas, c'est le début, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à vous, docteur Camara. Effectivement, la Côte d'Ivoire se dirige vers une élection à haut risque, on peut le dire comme ça. Et dans ce contexte, l'Union africaine prend les devants, en tout cas face à la CEDEAO. Et on a entendu beaucoup de choses de la part du docteur Camara. Moi, je vous pose la question à vous, Moïse Diallo. Pourquoi aujourd'hui la CEDEAO, tant aimée par la Côte d'Ivoire, par les Ivoiriens, pourquoi la CEDEAO est en retrait et c'est l'Union africaine qui prend les devants, selon vous? Oui, merci de nous donner la parole. Je pense que le docteur, tout à l'heure, a bien présenté les choses. En réalité, ces élections à venir sont des élections qui sont aujourd'hui commentées dans les médias. Tout le monde en parle. Qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Donc, ça fait qu'il y a effectivement une préoccupation africaine. Ça dépasse donc le cas de la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui est aujourd'hui un pays vraiment, on va dire, locomotive économique de la sous-région. Donc la CEDEAO, comme il a dit, nombreux sont ceux qui disent que le président Ouattara, effectivement, jouit d'une grande influence à ce niveau-là, et que donc, effectivement, il faut élargir la préoccupation, ou en tout cas l'assurance, la qualité des élections au niveau de l'Union africaine. Donc je pense que c'est une raison qui peut expliquer effectivement l'intervention, ou en tout cas l'intérêt de l'Union africaine effectivement pour et c'est même dans l'intérêt même de l'image de Ouattara finalement. Si on regarde cela de plus près, on se dit bah tiens effectivement là le juge n'est pas parti, on prend l'Union africaine, on laisse la CEDEAO de côté, et si finalement l'Union africaine valide ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, on dira bah non, il n'y a pas de parti pris. Bien sûr. Donc, et je pense que ce sera aussi effectivement quelque chose à poursuivre pour toutes les élections, même en Afrique, que l'Union africaine, effectivement, parce que très souvent, c'est le lieu d'avoir des contestations, des affrontements, et que l'Union africaine, effectivement, puisse avoir des observateurs qui viennent. Ça prépare déjà le terrain. Et voilà, c'est une très bonne chose. Voilà. Baba, on l'a dit plus tôt, les tensions sont palpables en Côte d'Ivoire. L'Union africaine décide de prendre les devants, décide d'anticiper même, on peut dire ça comme ça. Pourquoi la CEDEAO, selon vous, est disqualifiée? Pourquoi la CEDEAO décide elle-même de se mettre en retrait? Quels sont les arguments selon vous? En fait, là, c'est plutôt la médiatisation, parce que traditionnellement, quelles que soient les élections, on a toujours des observateurs de l'Union africaine. Sauf que là, ils sont venus un peu plus tôt, 3 mois un peu plus tôt, alors que généralement, ils sont là plus au niveau de l'observation. Là où on sait qu'ils sont venus, mais peut-être que s'il n'y avait pas eu l'épisode Gbagbo, parce qu'on se rappelle, la médiatisation, c'est presque au lendemain du discours de Gbagbo à son fameux discours offensif, c'est le lendemain, on a appris que une délégation de l'Union africaine était venue voir Gbagbo.
c'est un peu plus tard qu'on a appris qu'ils sont venus ici, qu'ils sont venus plutôt en Côte d'Ivoire, pour venir voir, s'enquérir. Mais par contre, ils ne prennent pas beaucoup de risques. Hein. Ils disent nous sommes là en tant qu'observation, médiation éventuellement et donner des conseils. Donc ils n'ont pas pris beaucoup de risques. Ça n'a pas été comme le comité des droits de l'homme, le comité africain des droits de l'homme, en tout cas la structure, qui avait eux demandé à ce que Laurent Gbagbo soit mis en tant qu'électeur sur la liste électorale. Et on se souvient de la phrase du président Ouattara qui disait que bon, il y a une question de souveraineté, donc ils ne vont pas écouter ce que... Pourtant, c'est une entité supranationale. Donc, c'est juste pour dire qu'ils sont venus dans leur rôle. Ils aiment bien aussi employer les mêmes mots, une délégation de haut niveau, ils aiment employer ça. Et on se rappelle aussi que par rapport à la CEDEAO, dans une même situation pour apaiser en Guinée-Bissau, ils avaient fait une délégation en Guinée-Bissau et on a vu le revers qu'ils ont pris. Donc, l'Union africaine a dû se dire, bon... Donc ça veut dire quoi? La CEDEAO n'est plus aujourd'hui légitime pour gérer ce qui se passe dans la région. Vous voyez la CEDEAO venir dire au président, écoutez, on veut une élection inclusive. Pourquoi pas? Face au président Ouattara. Est-ce que ça confirme finalement le poids qu'a Alassane Ouattara dans la CEDEAO, la mainmise qu'il a même sur la CEDEAO? Je vous parle de l'ancien président de la CEDEAO qui est Sissoko Embalo. Alors imaginez l'influence de Ouattara. Donc l'Union africaine est beaucoup plus, entre guillemets, crédible que la CEDEAO. Et donc ils sont venus, ils ont pris les devants, c'est à saluer. Mais quant à l'efficacité. On a beaucoup parlé sur le plateau de la renaissance de la CEDEAO, à savoir que l'objectif de la CEDEAO, c'est de revenir au premier plan, de remontrer que la communauté, les peuples peuvent avoir confiance en la CEDEAO. Est-ce que ce n'est pas le moment pour la CEDEAO de jouer sa partition? Vous en pensez quoi? Oui, mais comme on l'a déjà dit sur ce plateau, notamment Baba, le problème de la CEDEAO, c'est que la CEDEAO, elle a été trop identifiée donc, ces derniers temps donc, à la personne d'Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas le moment de faire cette structure-là et de montrer que ce n'est pas le fort. D'Embalo Sissoko. Donc une CEDEAO qui a su se montrer très ferme vis-à-vis de certains régimes et qui, lorsque justement les personnes qui justement tiennent cette position-là sont elles-mêmes concernées, la CEDEAO, elle répond plus présente. Donc ça, c'est vraiment ce côté paradoxal. Et je pense pas que la CEDEAO puisse renaître tant que, justement, ces dirigeants-là donc, continuent donc, à être des leaders de la CEDEAO. Donc, à moins que, éventuellement, demain, il puisse y avoir un changement politique en Côte d'Ivoire et qu'il y ait un nouveau président qui, compte tenu du rôle de leadership que la Côte d'Ivoire joue dans la sous-région, puisse peut-être donner un petit peu de confiance aux autres partenaires de la CEDEAO. Vous voyez, on l'a déjà dit, il y a 2 clans dans la CEDEAO. Hein, on sait que le clan Côte d'Ivoire, Nigeria, etc., c'est un peu le clan des durs, les gens qui ont toujours réclamé le respect de la démocratie. Or, aujourd'hui, justement, ceux qui réclament le respect de la démocratie sont eux-mêmes accusés, en tout cas, de ne pas respecter la démocratie, en tout cas, de vouloir torpiller la démocratie. Il y a pas mal d'éléments, effectivement, que vous mettez en exergue ici sur le plateau. Alors maintenant, on va revenir à l'Union africaine. Vous l'avez dit plus tôt, Baba, l'Union africaine a l'habitude de venir en tant qu'observateur. Aujourd'hui, elle arrive 3 mois plus tôt pour, finalement, pourquoi? Pour anticiper, pour gérer les problèmes avant même qu'il y ait l'élection. Pourquoi, selon vous? Mais écoutez, moi, si je peux dire juste un mot sur la CEDEAO. En réalité, la CEDEAO n'est pas une structure aujourd'hui qui est mise à mal, puisque la CEDEAO a joué son rôle. En réalité, il faut respecter effectivement les règles. Donc la CEDEAO a toujours été sur le respect de ces règles-là. Maintenant, après, on peut dire que, eu égard aux événements qu'il y a eu avec les pays de l'AES, et que donc la CEDEAO aujourd'hui effectivement a vu une partie des membres donc prendre ses distances, on peut penser qu'aujourd'hui, l'Union africaine elle-même de sa propre initiative, au regard de tout ce qui se passe en Afrique, peut aussi décider de venir pour rassurer, puisqu'on parle du mot apaiser. Donc sa démarche est vraiment dans le sens de l'apaisement. Bon, alors... L'apaisement 3 mois avant, là on n'est plus dans l'observation, on est dans l'anticipation. Voilà, oui. On peut dire qu'effectivement cette visite permet de parler aux différents acteurs, parce que quand ils arrivent, effectivement, bon, vous
pouvez voir le président Ouattara, mais il parle aussi effectivement aux différents acteurs qui sont sur le terrain. Donc c'est dans le sens de l'apaisement. Dans le sens de l'apaisement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CEDEAO ou l'Union africaine ne peut pas se substituer aux États. Il y a une souveraineté, il y a des règles de fonctionnement dans un État. Donc ils viennent au nom de la fraternité, au nom de l'union nationale, dire voilà, nous sommes tous ensemble. Mais les États rappellent effectivement à tous les citoyens et à tous les Africains dans nos organisations qu'il y a des règles de fonctionnement qui ont été édictées, qui ont été mises en place, qui ont été votées au sein de nos parlements. Et que donc tous ceux qui veulent effectivement concourir, c'est vrai, on n'a pas d'animosité, on n'a pas d'opposition contre cela, mais il faut que les gens rentrent dans l'ordre légal, la légalité. À partir du moment où vous rentrez dans un ordre légal, il n'y a aucun problème. Mais si vous êtes dans l'illégalité, ne vous plaignez pas que c'est le président Ouattara qui ne veut pas que vous soyez. La preuve en Côte d'Ivoire aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il y a effectivement un effet du prince ou du chef à dire toi tu peux ou toi tu ne peux pas. Le président Ouattara aujourd'hui est en train d'initier ce qu'on appelle une culture politique. Culture politique qui se fonde donc sur la légalité. Vous avez des juridictions. Vous avez un parlement. Vous soumettez, nous avons mis en place des organes effectivement qui s'occupent des élections. Vous soumettez vos dossiers. Si vos dossiers sont recevables, vous êtes candidat. Si vos dossiers ne sont pas recevables, vous n'êtes pas candidat. Est-ce que c'est aussi simple que cela, monsieur Logiquement, Diallo, dans une culture politique, dans une culture du droit, si nous voulons construire des États forts, on ne peut que s'appuyer sur effectivement la législation. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire... C'est ce que tout le monde souhaite, c'est ce que tous les partis souhaitent, voilà. monsieur Diallo. Et ça, tout le monde a réaffirmé l'importance d'un État de droit avec des règles qui sont respectées pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est ce qui est en œuvre en Côte d'Ivoire. Oui, ce que dit M. Diallo, en théorie, bien sûr, les choses fonctionneraient comme ça en théorie. Mais dans la pratique, tout le monde sait que ce soit ces organes du pouvoir, enfin ces organes de justice et même comment on appelle ça, la commission électorale sont des organisations ou des organismes qui sont instrumentalisés par le pouvoir. Donc tout le monde l'a reconnu. D'ailleurs, on a vu dans le cas de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la commission électorale indépendante ne joue plus de la légitimité dont elle devait jouir parce que l'opposition est partie de cette commission. Et on a vu un petit peu la position un petit peu rigide, radicale de cette commission, notamment à vouloir à avoir publié par anticipation la liste électorale obligatoire, donc pour un petit peu fermer toute possibilité d'un dialogue politique. Et donc le fait qu'aujourd'hui l'UA revienne pour dire est-ce qu'il y a encore la possibilité, est-ce qu'on a encore le temps d'instaurer ce dialogue politique, que justement les organisations qui devraient justement trancher, parce que moi je comprends qu'il faut respecter la loi, il faut respecter les règles, mais la justice doit être aussi en capacité de prévenir les risques pour la société. Donc moi, un juge qui fait du zèle et qui dit je m'en fous, je rends le droit comme je l'entends, peu importe les conséquences politiques et sociales pour un pays, pour moi, ce n'est pas un juge, excusez-moi, mais un juge averti. L'Union africaine a-t-elle les moyens de prévenir une crise? Parce qu'effectivement, elle arrive 3 mois plus tôt. Elle essaye de donner, effectivement, de donner des conseils pour qu'il y ait une élection apaisée. On ne parle pas d'inclusion, comme vous l'avez dit plus tard, mais au moins une élection apaisée. Mais est-ce qu'elle a les moyens de faire en sorte qu'on ait une élection sans crise et surtout les moyens d'éviter cela? Après, ça va être difficile de juger par rapport à ça parce qu'il y a une nouvelle équipe qui a été élue récemment. Et je pense que c'est cette nouvelle équipe qui est en train d'apporter cette impulsion. Maintenant, parce qu'en général, ils viennent, comme on dit, au moment de l'observation, 3 mois avant les élections. C'est là où ils arrivent, ou bien ils se contentent. Maintenant, là où j'ai été... après, c'est à voir pour le mot inclusif. C'est vrai qu'il dit qu'il n'y avait pas le mot inclusif, mais il faudrait voir, est-ce qu'ils n'ont pas utilisé un autre mot? Mais moi, j'aurais été... Et puis, quoi qu'il en soit, quand on parle d'élection apaisée, ils ont parlé ça inclut indirectement l'inclusion. On est totalement d'accord. Après, savoir aussi, on ne connaît pas les contenus de ce qui a été dit auprès des autres des uns et des autres. Voilà, c'était à huis clos, on ne peut pas... Exactement. Effectivement. Mais j'aurais préféré que... Par rapport à ce que M. Diallo disait, c'est vrai qu'on respecte la loi, mais la loi quand ça arrange l'un ou l'autre. Forcer à la loi quand ça les arrange. Mais moi, je répète, normalement, la loi électorale,
de la CEDEAO, ils ont une charte au niveau électoral qui est supranationale à tous les États qui ont signé. La Côte d'Ivoire a signé, tous les membres de la CEDEAO ont signé cette charte, comme quoi 7 mois avant les élections, on ne changeait pas les règles du jeu. Normalement, c'est par rapport à la loi. Maintenant, le souci est que, moi je prends l'exemple de la CEDEAO, quand on a fait appel à la CEDEAO au moment des élections au Sénégal, on a vu tout simplement qu'ils n'avaient aucun pouvoir face au pouvoir, et généralement, dès que la CEDEAO prend une décision, on va lui mettre le côté... nos États sont souverains. Exactement. Et vous pensez que ce sera la même chose pour l'Union africaine? Absolument. Qu'on va finalement ressortir les mêmes arguments? Ça va être les mêmes arguments. Si au moins l'Union africaine était claire, nous sommes venus dans le cadre d'un apaisement et nous avons demandé au président Ouattara de mettre le côté inclusion, parce qu'apaisement on peut aller, mais l'inclusion de tous les candidats. Là, ok, là on allait voir, est-ce qu'ils ont vraiment... Mais il manque quoi, une prise de parole publique avec des engagements clairs, nets. À la limite, peut-être que ce n'était pas à la délégation aussi de le faire, vu que c'était une délégation de haut niveau qui vont faire un rapport, et qu'après peut-être le président... Et encore une fois, nous sommes au premier stade, et nous sommes à 3 mois, c'était la première visite, donc ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et quand on parle éventuellement des possibilités donc, pour l'Union africaine, donc on n'oublie pas le Conseil de paix et de sécurité, la charte de la démocratie africaine, etc. qui Mais justement, par rapport à ça, ça c'est télévisé, c'est documenté, c'est vu. Bien sûr. Quand eux, ils ont demandé à ce que le président Laurent Gbagbo soit remis dans la liste électorale, on a eu la réaction télévisée nette du président Ouattara, qui a mis en avant le côté souveraineté de la Côte d'Ivoire. En tout cas, l'Union africaine a été reçue par aussi bien le président de la République Alassane Ouattara, par aussi les opposants, donc les différents partis politiques. Tout le monde a considéré que c'était une belle action de l'Union africaine. Maintenant, voyons ce qu'il va se passer. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette première partie d'émission. On continue avec le deuxième sujet. Oui, on doit avancer, on continue et on reste en Côte d'Ivoire. Élection en Côte d'Ivoire, la CEDEAO, c'est ce qu'on vient de gérer maintenant. Que va-t-il se passer? Que se passe-t-il sur le terrain actuellement? RHDP, PDCI, RDA, PPACI, à l'épreuve de la rue. Qui donne vraiment le tempo? On regarde une vidéo et puis on revient. Dit 14 juin 2025. À travers tout le pays, les militants et militantes du PDCI-RDA sont sortis massivement pour exprimer un double refus. Non à la CEI actuelle et non à toute tentative d'affaiblissement de leur président Tidjane Thiam. La démonstration de force a surpris par son ampleur, sa ferveur et sa coordination. Les banderoles, les chants et les prises de parole ont martelé un discours clair. La CEI, dans sa forme actuelle, ne peut pas garantir une élection libre, transparente et équitable. Les militants dénoncent sa composition déséquilibrée, largement favorable au pouvoir en place, et réclament une réforme en profondeur, avec la participation réelle de toutes les forces politiques. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a marqué un tournant dans sa préparation à la présidentielle ivoirienne 2025, en organisant un pré-congrès spectaculaire à Abidjan. La mobilisation exceptionnelle à Figayo a été la plus importante de toutes les consultations nationales. Nous sommes venus, nous avons vu, nous avons été convaincus. Et cela nous donne énormément de confiance d'abord pour le congrès qui aura lieu dans une semaine, mais au-delà bien sûr pour les élections de 2025 pour lesquelles, comme vous pouvez le voir, on n'a aucun doute que la victoire est acquise. De retour sur le plateau, Baba, je me tourne vers vous, on vous écoute. Oui, donc c'était une grande semaine, on pourrait dire même une semaine décisive, à travers les grandes manœuvres et enjeux cruciaux des différents partis. Alors, 3 points majeurs qu'on pourrait structurer cette semaine. Le RHDP d'une part, le PDCI aussi s'active sur le terrain, chacun selon leur stratégie dans un climat de tension ou d'incertitude. Alors, la première chose qu'on a vue, c'est que le RHDP, le parti au pouvoir, affiche une unité et une force de mobilisation populaire. Donc, depuis le 14 juin, les meetings se succèdent à Abidjan et dans les régions, tous rassemblant des milliers de militants et tous appelant à la candidature du président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat. Ce mouvement culmine avec le congrès des 21 et 22 juin, où le parti promet une démonstration de force avec plus de 100 000 participants attendus au stade d'Ebimpe. Deuxièmement, on va parler du PDCI qui se trouve entre mobilisation populaire, contestation contre l'exclusion et vers un front commun de l'opposition. Alors le 14 juin, le PDCI a organisé une marche pacifique pour dénoncer l'exclusion de son candidat Tidjane Thiam et les autres figures majeures de l'opposition. Cette mobilisation, qui fut quand même populaire à Abidjan, vise à maintenir la pression sur le pouvoir et à rappeler l'exigence d'un processus électoral transparent et inclusif. En réaction également, le PDCI a scellé un front commun avec le PDCI de Laurent Gbagbo, espérant ainsi peser sur les négociations à venir et exiger des réformes institutionnelles. Enfin, les enjeux avant le congrès du 21 juin sont cruciaux.
Le RHDP veut transformer ce rendez-vous en plébiscite pour le président Ouattara, tandis que l'opposition tente la stratégie d'union de cette opposition. Alors, toujours la même question qui se pose depuis des semaines, des mois. La Côte d'Ivoire s'apprête-t-elle à vivre une présidentielle ouverte ou verrouillée? Merci beaucoup Baba, et juste pour nos téléspectateurs, sachez que cette émission a été enregistrée donc avant donc le meeting du 21 et 22 juin prochain. Donc on va supposer ce qui va se passer ici sur le plateau et vous allez voir l'émission après. Alors on revient effectivement. Alors moi je vous pose la question à vous, vous qui êtes membre du RHDP et donc aussi consultant en communication. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui après ces différentes mobilisations, ces différentes marches, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays? Comment vous sentez-vous, vous, en tant que citoyen ivoirien, en tant que membre RHDP? Écoutez, c'est vraiment un moment qui est un moment fort, et je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une maturation politique qui se met en place en Côte d'Ivoire, qui fait que c'est un moment qui est un moment normal, qui doit susciter effectivement l'engouement de tous les citoyens au sein de leur parti, de leur formation. Donc c'est l'appel de chaque formation à dire voilà, venez, que nous puissions effectivement nous exprimer autour de notre leader, que nous montrions effectivement des images fortes d'union, de cohésion autour de nos leaders. Donc on est dans un moment qui est un moment, on va dire, normal. Bon, maintenant, je tire le chapeau effectivement à cette démocratie ivoirienne qui se met donc vraiment en route, en marche. C'est bien pour la démocratie, c'est bien pour donc l'image même de la Côte d'Ivoire aussi, pour dire que le fait politique comme le football, eh bien, effectivement, rassemble donc en Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose. Et moi, j'ai vu, en tout cas, là, à Paris, puisque je n'étais pas à Abidjan, la manifestation qui a été organisée ce 14 juin, par donc le responsable OD, qu'on appelle donc Ouattara Draman, qui s'occupe de l'extérieur. C'est une manifestation qui a été vraiment formidable, formidablement réussie. Bon, il y a eu du monde sur cette place de Stalingrad, et je pense que les Parisiens effectivement s'en souviendront longtemps. Voilà. Et donc j'apprends effectivement que sur le terrain en Côte d'Ivoire, bon, le PDCI ou le PPACI, bon, ont appelé aussi effectivement les manifestants à pouvoir aussi effectivement s'exprimer. Et on ils est ont dans un monde présent, tout à fait. Voilà, on est dans un monde où effectivement il y a la liberté d'expression, il y a la liberté effectivement d'adhésion à vos partis, et donc rien n'est aujourd'hui réprimé en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que même le mot inclusion, il faut que ce soit inclusif. Personne ne l'utilise parce qu'ils savent que de fait, l'inclusion est effectivement quelque chose qui est une réalité en Côte d'Ivoire. Donc pour vous, les différents mouvements qu'il y a pu y avoir donc, ces derniers jours prouvent que la Côte d'Ivoire est un pays inclusif où tout le monde a le droit à la parole, a le droit à manifester, a le droit à se présenter? Bien sûr. Donc c'est effectivement le message qu'il faut voir à travers tous ces rassemblements qui se font en Côte d'Ivoire. On est rentré dans un autre état. On n'est plus dans cet état-là, effectivement, qui était un état, on va dire, répressif de l'époque. Les choses ont changé. Les choses ont changé, et c'est ce que nous voyons effectivement à la télé, sur les places, s'exprimer un peu dans l'espace public. Les gens, effectivement, peuvent s'exprimer, ils peuvent dire, ils peuvent adhérer comme ils veulent. Et donc, force est effectivement à la démocratie. Baba, je me tourne vers vous. Quand on regarde l'histoire, ou Baba ou docteur, quand on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, il est clair que comment dire, le terrain n'est pas qu'un simple baromètre politique, c'est bien plus que ça, c'est une arme stratégique et qui peut tout faire basculer. Encore une fois, on est d'accord sur ça? Oui, Baba. Non, moi je pense qu'il faut un peu nuancer le discours de M. Diallo. Donc je comprends qu'en tant que militant du RHDP, donc il est aussi bien dans son rôle de dire que tout se passe bien en Côte d'Ivoire, que la démocratie n'est pas du tout mise à mal. C'est pas le sentiment que, en tout cas, les partis du pouvoir, en tout cas les militants des partis de l'opposition ont. Ils sont dans leur rôle et aussi. notamment, même si évidemment pour l'instant il n'y a pas d'interdiction de manifester donc en Côte d'Ivoire, mais on voit bien qu'en réalité, beaucoup d'hommes politiques, en tout cas de l'opposition, ne se sentent pas en sécurité. On voit bien le cas de M. Thiam, qui justement reste à l'étranger depuis, parce que sa vie serait quand même
menacé. Et qui a informé de son retour prochain. C'est trop facile. Exactement. Alors, Côte d'Ivoire. justement, en tout cas, le pouvoir ne donne pas des signaux selon lesquels personne n'a rien à craindre, tout le monde peut revenir au pays, vaquer à ses occupations politiques, faire son opposition, faire sa campagne, etc. Donc moi je crois que... faire sa campagne voilà. également, c'est-à-dire que quand on Oui. regarde finalement ce qui s'est passé sur le terrain en Côte d'Ivoire ces derniers jours, ces dernières semaines, est-ce qu'on peut dire que chacun, encore une fois, tous les partis ont le droit de manifester en Côte d'Ivoire librement? Est-ce qu'on peut... Moi, je pense que non. Bien sûr. Moi, dire j'estime ça. que non, même si de façade, oui, mais en réalité, non. Puisque, voilà, les hommes politiques qui disent qu'ils sont menacés, on doit quand même les croire, on doit quand même prendre au sérieux. Et donc, les menaces dont ils Donc disent on peut faire manifester, l'objet. Ces menaces ne sont mais pas les avérées. personnalités politiques de ces partis sont constamment menacées, c'est ce que vous dites ici sur le plateau. En tout cas, c'est ma position, enfin, c'est mon observation, moi, qui m'amène À partir de quel fait à cette conclusion-là. À cette conclusion. Chef Parce Camara, que- il faut qu'il y ait quand même des faits qui Non, mais- puissent étayer ce que vous Parce dites. qu'on voit bien, parce que Aujourd'hui- les tensions, parce que les risques, c'est aussi la rue. Hein. Quand on dit qu'on est risqué, c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, si Tidjane Thiam rentre en Côte d'Ivoire, il ne va sûrement pas se faire arrêter à l'aéroport et se faire emprisonner. Je ne dis pas cela. Mais compte tenu des tensions qui peuvent exister parmi que cela incombe les au militants, pouvoir, donc enfin- il y a des chances que certains hommes politiques se sentent menacés par des militants d'autres partis. Monsieur Voilà. Tidjane Thiam Ça, était à Abidjan. Est-ce qu'il a été incité ou invité à quitter Abidjan, à sortir du pays? Il est parti comme il est venu. Et il va revenir en Côte d'Ivoire si il veut revenir. Personne ne lui demande de faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Par contre, il y a un cadre effectivement légal. Ce cadre légal, il faut effectivement qu'il rentre dans ce cadre-là. Et que donc il s'y plie. Je réitère ma C'est- question concernant c'est notre problème. l'arme de la rue, entre guillemets, qui est une arme stratégique qui peut tout faire basculer. Je prends un commentaire d'un téléspectateur. C'est la rue qui ira écrire leur nom sur la liste électorale. Faites mieux que ça. Donc, c'est assez clair. Baba, vous en pensez quoi? Est-ce que la rue peut permettre à ce que les personnes qui ne sont pas, en tout cas, à qui on ne permet pas d'aller aux élections, pourront être écrits sur la liste électorale grâce aux gens de la rue? Oui, pour moi, oui. Et C'est le seul moyen pour eux c'est- de revenir Non, en tout cas, dans l'arène? pour moi, c'est un indicateur de pression, en fait. Tant que, et je pense que ce soit le RHDP ou les autres, tant qu'ils verront qu'il y a une mobilisation assez circonscrite, c'est-à-dire une mobilisation tenable, ils ne vont pas avoir cette pression. Mais à partir du moment où on va vous dire qu'une manifestation, il y a eu au moins 1 million de marches, 1 million de marches, c'est là où ça peut... Participants. De marcheurs. De participants ou de marcheurs, c'est là où ça peut faire basculer. Mais je voulais juste revenir à ce qu'il disait, c'était à saluer. Je voulais saluer lors de la marche à Abidjan du PDCI, les responsables aussi, mais aussi la police en fait. Parce qu'à un moment donné, tous les ingrédients pouvaient aller vers une violence s'il n'y avait pas une certaine responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils avaient demandé à marcher, mais ils ont été bloqués net par la police, certainement pour peut-être restructurer ou par rapport à éviter d'aller faire la casse au niveau de la CEI. Mais les responsables ont bien dit à leurs militants, on ne casse rien, pas de violence, on écoute et on revient, on fait un retour. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que je dis qu'il y a eu vraiment ce côté responsable et que tout le monde a pu marcher tranquillement. Responsable des deux côtés, à des savoir deux côtés, parce que la police les autorités. aussi, généralement la police, dès qu'ils arrêtent une marche et qu'il y a une petite contestation, très rapidement les grenades volent. Et donc là, il y a eu un dialogue et après ce dialogue que ça a permis même de dire à 3 ou 5, il devait être 5, aller voir les membres de la CEI pour leur donner leur mémorandum. Effectivement, Donc, on a un c'est message pour de ça la que part voilà, d'un c'est téléspectateur ça. qui dit très ému de joie de voir cette démonstration pacifique du PDCI RDA vis-à-vis de cette situation injuste face aux radiations des leaders politiques de l'opposition ivoirienne. Donc beaucoup ont souligné cette marche pacifique. Peut-on espérer que ça continue ainsi et que même si malgré les demandes incessantes, eh bien, les candidatures ne sont pas acceptées, à savoir de Gbagbo, Thiam, etc. Est-ce que vous pensez que ces marches pacifiques vont continuer? Moi, je pourrais vous dire que
rien ne peut empêcher cela. Vous voyez que je vous ai dit tout à l'heure, et j'insiste dessus, il y a une culture démocratique qui se fait. Et donc, les gens commencent à comprendre qu'en réalité, c'est tout à fait normal quand la période, effectivement, des élections arrive, que chacun aille vers son parti et que chacun fasse le jeu, effectivement, de la promotion de son parti. C'est tout à fait normal. Si on l'a compris et si on joue ce jeu-là sans forcément s'affronter, mais voilà ce que nous voulons en Côte d'Ivoire. Oui. Et je pense que le président Ouattara, effectivement, a tellement incité, effectivement, la population ivoirienne à le faire, que lui-même, il a donné l'exemple. Un exemple fort, quand on a effectivement le président Gbagbo Laurent qui est acquitté à la CPI, il n'y a pas de souci. Vous rentrez dans votre pays. Tout a été mis en place pour qu'il rentre tranquillement chez lui. Blé Goudé est rentré aussi chez lui. Mais les gens pointent du doigt la double peine, c'est-à-dire qu'il a été effectivement... il est rentré au pays, la cour pénale effectivement lui a dit ok c'est bon tu peux rentrer, mais néanmoins les gens considèrent qu'il a été qu'il a eu une double peine en revenant en Côte d'Ivoire. Non mais c'est pour cela qu'il nous appartient effectivement qu'aujourd'hui on en est là. Voilà, il nous appartient d'expliquer clairement les choses parce que souvent effectivement il y a beaucoup de confusion. Il rentre au pays sous une amnistie. Après il y a encore d'autres procédures. L'amnistie, c'est donc un pouvoir qui est dévolu au chef de l'État. Il peut le faire. Comme il peut ne pas le faire. Comme il peut ne pas le faire. Mais il l'a fait parce qu'effectivement, on veut avoir un cadre qui soit un cadre vraiment fraternel, d'union nationale. Maintenant, après, si vous voulez effectivement d'autres formes qui puissent vous permettre de candidater aux élections, vous avez encore d'autres procédures. Là, il ne s'agit plus maintenant de l'amnistie. Là, il y a de la grâce. Là, il s'agit, voilà. Là, il ne s'agit plus de la grâce présidentielle. Il s'agit maintenant de l'amnistie. Et l'amnistie, il y a encore une procédure. Il faut effectivement aller vers le Parlement. Il faut instruire un dossier. Donc, ce que vous dites là, monsieur Diallo, c'est que... On confond souvent la grâce présidentielle accordée et puis l'amnistie qui ne relève pas du président. Pour vous, ce que vous dites, c'est que Laurent Gbagbo n'a pas entamé les démarches nécessaires pour avoir l'amnistie. C'est pour ça qu'il se retrouve dans cette situation-là. Voilà. Ça appartient effectivement au Parlement de juger pour pouvoir leur accorder effectivement l'amnistie, ce qui n'a pas été fait. Mais Aïssa, moi je pense que si vraiment M. Ouattara, comme dit M. Diallo, voulait vraiment qu'en Côte d'Ivoire il y ait une réconciliation nationale et que Gbagbo ne soit pas, en tout cas qu'il ne donne pas l'image selon laquelle Gbagbo est un adversaire politique pour lui et que tant que Gbagbo est politiquement éliminé, il n'a pas de souci, notamment ça lui a permis de pouvoir peut-être être candidat pour la 4e fois, je n'en sais rien. Il fallait qu'il aille un peu plus loin. C'est-à-dire que le RHDP aujourd'hui et tous les partis politiques de Côte d'Ivoire au niveau du Parlement, personne ne serait opposé à un projet d'amnistie qui aurait permis à Gbagbo d'être candidat. Et cette initiative, le parti au pouvoir, ou même Ouattara, aurait pu prendre cette initiative politique. C'est quand même lui le chef d'État, de l'État. S'il avait dit, moi je souhaite qu'en Côte d'Ivoire, il y ait une réconciliation qui aille au bout qui aille au bout de sa logique, on va dire. Qu'il y a M. Gbagbo, il y a aussi tous ses partisans. Mais ce n'est pas au président d'initier cela. Mais c'est le Parlement. Le président a quand même le pouvoir d'amnistier. Non. Il a le pouvoir d'impulser. Non, il ne peut pas avoir le pouvoir d'impulser. Si vous voulez effectivement bénéficier de l'amnistie, c'est une démarche que vous faites. Donc pour vous, le président ne va pas se remplacer le président Laurent Gbagbo. Il ne peut pas prendre des initiatives à sa place. On ne demande pas. Et qu'est-ce que vous diriez vous-même? Pour vous, le recours n'a même pas été fait par... Ça n'a pas été fait, ils ne sont pas allés dans cette démarche-là. Ils ne se sont pas introduits dans cette démarche. Normalement, la justice, il faut voir la justice. Pour leur reconnaître il a été condamné par contumace. Oui. Donc, une fois il n'était pas là, mais une fois qu'on retrouve la personne qui arrive, normalement, on doit refaire le procès, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Donc, il y a déjà... Là encore, il y a des procédures. De quoi dire. Non, c'est automatique. Oui, là encore, il y a des procédures. Il faut effectivement que les avocats suivent le président Laurent Gbagbo et que donc ils suivent les procédures pour pouvoir arriver là. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je vous dis, c'est vraiment pédagogique. On est en train d'apprendre effectivement à respecter les règles. Mais l'amnistie... Pardon, c'est difficile, mais il faut bien qu'on le fasse. À un moment donné, on ne peut plus continuer effectivement à fonctionner
Oui, on ne peut plus continuer à fonctionner comme on a toujours fonctionné. On va avancer, mesdames et messieurs. Ça les arrange. Ça On va avancer. avancer. Finalement, est-ce que la non-candidature finalement de Alassane Ouattara, c'est-à-dire qui ferait éventuellement qu'il n'y aurait pas d'embrasement au sein de la Côte d'Ivoire, tout simplement, c'est-à-dire que si Thiam ne peut pas se présenter, ni Laurent Gbagbo, ni Charles Blé Goudé, etc., et que Alassane Ouattara décide de ne pas se présenter aussi, est-ce que cela pourrait éventuellement apaiser et faire en sorte qu'on ait finalement des élections apaisées? Je voudrais juste condamner, par rapport à la question, condamner le journal qui est proche du pouvoir, l'Essor, qui a fait un article, un nom de Ouattara. C'est à la une du journal, c'est 200 000 morts. Ils l'ont mis. Donc c'est juste à condamner donc, ce nom. Mais pour moi, effectivement, et puis j'y crois en fait, le fait qu'il ne se présente pas, ça va déjà apaiser. Non seulement ça, et ça élimine de fait le combat de Laurent Gbagbo qui est revenu à la charge. Sur lui, il dit que sa priorité, c'est de lutter contre le 4e mandat du président. Une fois que... et ça permet aussi de renouveler. Parce que, imaginons que le président Ouattara ne se présente pas, que Laurent Gbagbo et les autres ne sont pas candidats. Le prochain président ne sera pas la figure de l'histoire des problèmes historiques. Donc ça va être même un renouvellement de la classe politique. Donc pour moi, effectivement, ça apaise. Donc pour finir, est-ce que vous pensez que Alassane Ouattara sera candidat à l'élection présidentielle? Nous demandons vous le demandez qu'il soit fortement. le candidat. On le demande fortement et c'est pour cela que vous avez vu tous ces mouvements, effectivement, ces mobilisations vraiment records sur toutes les places pour dire au président qu'il est notre candidat et qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, puisque on va considérer que pour l'instant, le président Ouattara étant effectivement le président de la Côte d'Ivoire, donc il est à la tête effectivement d'un mouvement qui est majoritaire. Nous l'avons parce que vous pouvez constater au niveau effectivement des assemblées. Donc vous êtes pour la candidature de Alassane Ouattara, seulement Alassane Ouattara. Majoritaire et nous incitons, nous demandons au président d'être effectivement le candidat du RHDP pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire qui aura lieu continuer ce qu'il a commencé en octobre 2025. En tout cas, les dés sont encore une fois jetés. On a souvent des pronostics et ça ne change pas beaucoup. Baba, sera-t-il candidat à Alassane Ouattara selon vous? Toujours non. Non, toujours non. Moi, je maintiens toujours ma position. Il sera candidat puisque tout est fait pour. Allez, maintenant cap vers le Cameroun. Et oui, présidentielle 2025, l'opposition a-t-elle les moyens de faire tomber le RDPC? Mesdames et messieurs, c'est la question qu'on se pose ici sur le plateau. Et je vous donne la parole, docteur Camara. Oui, Aïcha, donc en lançant donc, il y a seulement 2 ou 3 jours l'alerte sur les risques d'un coup d'État électoral versus militaire au Cameroun, donc comme issue possible des présidentielles de 2025, Maurice Kamto, donc arrivé 2e lors de l'élection de 2018 et qui est un petit peu perçu comme le leader de l'opposition camerounaise, donc en fait nous interpelle sur la situation assez particulière donc au Cameroun pour cette élection de 2025. Alors, donc j'ai décidé de présenter les enjeux en 2 temps. Dans un premier temps, voir si la candidature ou non du président Biya est une donnée à prendre en compte. Et effectivement, en fonction de cette hypothèse, voir s'il est possible que l'opposition au Cameroun se rassemble pour effectivement assurer une alternance, quelle que soit l'hypothèse retenue. Voilà, donc dans un premier temps, donc, comme en Côte d'Ivoire, donc Paul Biya qui est au pouvoir, peut-être pas aussi longtemps, mais depuis 43 ans, qui est au pouvoir depuis 43 ans et qui est quand même qui a un certain âge, donc il y a 92 ans, malgré sa longévité au pouvoir, il semblerait que tout indique qu'il veut être candidat donc à cette élection présidentielle 2025, même si on sait qu'en interne, il y a une petite contestation de la part d'un élu local qui estime qu'il ne remplit pas les conditions compte tenu des statuts de son parti pour être candidat. Mais je pense que, connaissant la situation, il sera candidat. Est-ce que vous considérez qu'il y a une opposition qui peut faire face à... Exactement. Alors, le problème, c'est que l'opposition n'est pas du tout en rang serré. Bien au contraire. Alors,
je ne veux pas redire ici, mais on sait qu'en Afrique centrale, de façon générale, et en particulier au Cameroun, les hommes politiques, à tort ou à raison, sont parfois identifiés à leur région. C'est-à-dire qu'on pense que les gens sont dans une logique régionale, et Maurice Kamto, quel que soit l'aura qu'il a aujourd'hui, est toujours perçu comme un petit peu le candidat de l'Ouest, le candidat des Bamileke. Et on a la partie anglophone, on a la partie du Sud, qui est la région d'origine de Paul Biya. Et donc aujourd'hui, il semblerait que l'opposition, en tout cas, il y a déjà plus d'une dizaine de candidats déclarés, d'une part, et d'autre part, les leaders politiques du Nord du Cameroun, qui ont toujours été des soutiens politiques à Biya, semblent aujourd'hui vouloir lui tourner le dos. Donc, ce qui fait que s'ils lui tournent le dos, ils vont probablement pas vouloir rejoindre quelqu'un comme Kamto ou comme un autre leader de l'opposition. Et donc, on suppose que s'ils font volte-face, ils vont sûrement aussi se présenter comme étant des futurs candidats à l'élection. Or, le nord du Cameroun, c'est 40% de l'électorat. Donc, c'est un petit peu la région qui peut faire basculer, en tout cas qui peut faire basculer le résultat de cette élection. Alors, et ensuite, il y a un autre facteur. Aujourd'hui, il y a une déclaration qui a été faite par des personnalités du Sud, donc qui justement appellent la population du Sud à ne plus soutenir Biya, à tourner la page et, comme disent-ils, à se libérer de la servitude d'un pouvoir qui les prend en otage et qui n'a rien fait pour eux, tout comme n'a rien fait pour l'ensemble des Camerounais. En tout cas, on voit que les choses bougent énormément donc, au Cameroun. Merci beaucoup, docteur Camara, pour ce rapide point. Alors moi, je me tourne vers vous, monsieur Diallo. Est-ce que vous voyez des similitudes avec les élections en Côte d'Ivoire? À part la date, octobre 2025, y a-t-il des similitudes entre l'élection en Côte d'Ivoire et l'élection au Cameroun, selon vous? Non, sincèrement, je n'en vois pas. Il faut savoir que les leaders ont leurs parcours qui sont des parcours différenciés. La situation dans nos pays n'est pas la même. Alassane Ouattara, comment il arrive au pouvoir, c'est pas la même arrivée que pour Paul Biya. Bon, et donc aujourd'hui, il n'y a pas de similitude. Il n'y a aucune similitude, si ce n'est souvent que les personnes, effectivement, au nom d'une limitation des mandats, veulent toujours trouver effectivement des similitudes. Bon, mais sinon, il n'y a aucune similitude entre effectivement le président Biya et le président Ouattara. Aucune similitude entre la Côte d'Ivoire et donc le Cameroun. Baba, vous en pensez quoi? Est-ce que vous voyez des similitudes entre ces deux pays-là? Pas forcément. Non, pas forcément. C'est différent. C'est assez différent. Autant pour être opposant au Cameroun, c'est beaucoup plus difficile, que ce soit la répression. Et c'est pour ça que je dis que l'opposant Maurice Kamto, parce que comme le docteur disait, il y avait plusieurs opposants, mais pour moi, il n'y a qu'un seul opposant, les vrais opposants au Cameroun, que ce soit par les actes. Par rapport même à cette dernière sortie, c'est Maurice Kamto. C'est pour moi le seul opposant, et je vois même avec lui une autre maturité. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers ce qu'on aurait pu, parce qu'il a été arrêté arbitrairement, il y a beaucoup de ses partisans qui ont été emprisonnés également. Et quand vous écoutez bien Maurice Kamto, on sent qu'il ne va même plus dans ce qu'on appelle la confrontation. Vous avez vu quand il est revenu à Yaoundé récemment, où il a été assigné presque sans aucune mesure à résidence à surveiller. Il y avait même les femmes de son parti qui se sont soulevées, ce qu'on ne voyait pas trop souvent, des mini-manifestations qui ont été plus ou moins réprimées, mais au moins Maurice Kamto a demandé de l'apaisement, a demandé à ce que ses militants rentrent chez eux. Et il y a une chose que j'ai entendue de Maurice Kamto, c'est qu'il a même dit: si j'arrive au pouvoir, rien n'arrivera au président Biya et qui sera protégé. Donc je pense qu'il est dans la maturité et que pour moi c'est l'opposant, le seul opposant qui pourra éventuellement vaciller. Bien sûr, aujourd'hui c'est clairement l'opposant numéro 1 donc, du RDPC. Et il n'y a pas d'autres. Et il y a il y en a certains d'autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je pose la question à vous, docteur Camara, est-ce qu'aujourd'hui l'opposition peut affronter donc le RDPC
et peut faire tomber surtout le RDPC par les urnes. Parce que quand même, ils sont très enracinés, ils contrôlent même pas mal de choses sans les citer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition que représente par exemple Maurice Kamto peut faire tomber le RDPC en passant par les urnes? Alors moi, je ne crois pas justement que l'opposition camerounaise, en tout cas, se soit mise dans une situation qui lui permette justement de faire tomber le RDPC. Alors, malgré l'usure du pouvoir, malgré le bilan plus que négatif du RDPC au pouvoir au Cameroun, je ne le vois pas. Pourquoi? Parce que, je ne dis pas contrairement à ce que dit Baba, mais pour un petit peu nuancer son propos, Maurice Kamto, justement, qui était perçu comme un opposant de rupture, hein, en prenant justement cette posture qui est peut-être stratégiquement, on va dire, qui peut être stratégiquement payante, voilà, mais peut aussi être perçu par une partie des Camerounais, notamment de la jeunesse camerounaise, comme n'étant plus un candidat crédible. Parce qu'à partir du moment où il faut une rupture, où tout le monde est d'accord que pendant toutes ces années, le pouvoir du RDPC n'a rien fait pour le Cameroun, et que maintenant dire on ne va pas rendre compte. Vous voyez, parce que c'est ça aussi, parce que des fois dans nos pays, on a aussi besoin de justice. On ne peut pas dire à un pouvoir aussi corrompu, aussi, on va dire, défaillant, que si j'arrive au pouvoir, par le biais des urnes, qu'ils n'ont rien à craindre. Hein, alors que justement, ces mêmes pouvoirs, notamment les militants du RDPC, disent aujourd'hui, ils feront tout, donc un petit peu la similitude avec la Côte d'Ivoire, de mon point de vue, ils vont faire tout pour empêcher Maurice Kamto, notamment d'être candidat, hein, parce que les critères qui sont mis en avant au Cameroun pour être candidat, apparemment, il ne les remplit pas parce que son parti a boycotté les élections de 2020. Et donc, du coup, il faut un certain nombre d'élus, ou bien il faut un parrainage. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Non, mais c'est ce que les militants du RDPC disent. Non, c'est la Constitution. Il suffit qu'un parti soit représenté par... Alors, justement, mais j'ai lu, par exemple... il a des élus dans son parti, donc de fait... Non, mais ils ont dit que c'est des élus qui sont partis d'autres partis et qui sont venus dans son parti et que donc... Mais les militants du RDPC... Exactement. Mais la Constitution le permet. Oui, mais de fait, il ne peut pas être... Mais je suis d'accord, mais j'ai dit que c'est la Constitution après. Oui. Non, c'est la Constitution. Le RDPC fera tout s'ils peuvent pour empêcher la candidature de Maurice Kamto. D'autant plus qu'ils ont même déclaré... C'est pas au nom de ce parti qu'ils sont devenus députés. Qui sont devenus députés. Ils ont quitté. Mais la Constitution, dans l'article 15, étiquette première originelle pour venir dans ce parti. Oui. Donc après ça, c'est un problème maintenant de l'interprétation. En tout cas, c'est la Constitution. Donc je ne veux pas rentrer dedans, mais si je veux juste dire un petit mot sur effectivement le Cameroun, c'est vrai que tout à l'heure, mon frère Dem disait oui, c'est le seul opposant. Non, il n'est pas le seul opposant. Non, Kabarabi, qui rassemble aussi la jeunesse. Voilà. Ils ne sont pas représentatifs. Et Sono, Cabral, Hermine. Mais ils n'ont pas ce pouvoir. Ils sont nombreux et je pense que Kamto a besoin de tous ces gens-là. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition est trop éclatée pour pouvoir finalement renverser le RDPC? C'est pour cela que je parle de ça en disant qu'il n'est pas le seul et qu'il y a effectivement ses frères et sœurs qui sont aussi dans l'opposition et qu'il faut effectivement que ce monsieur-là puisse capter cette opposition-là avec lui, les rassembler. Aujourd'hui, ce n'est pas encore une réalité. Ce n'est pas encore une réalité. Oui, c'est une volonté, mais ce n'est pas encore signé par tout le monde. Ce n'est pas une réalité face, en tout cas, au parti du président Biya, le RDPC. Et donc, il gagnerait vraiment à réussir cette union pour pouvoir... Finalement, il y a une similitude avec la Côte d'Ivoire, finalement. L'union fait la force. Oui. Mais ça a toujours été comme ça. L'union a toujours fait la force. Si vous ne vous unissez pas, même nous, au sein du RHDP, le RDR à l'époque, effectivement, avec Laurent Gbagbo, nous avons connu aussi un front populaire que nous avons mis en place. Mais pour rajouter, il y a le fait aussi, là où il peut y avoir un front, c'est pas forcément... Maurice Kamto peut rallier des gens au nom de l'usure du pouvoir, parce qu'on a cette fois-ci beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui se disent qu'ils en ont marre, en tout cas, de la longévité du pouvoir, du système, et qui veulent une alternative. Donc le seul qui peut rallier ça, c'est encore une fois Maurice Kamto. L'alternative. A le plus gros poids, effectivement. Alors moi, Aïcha, je ne crois pas à l'hypothèse Kamto. Pourquoi? Parce que d'une part, comme je l'ai dit, pour vous, Kamto n'est pas l'opposant le plus crédible face au RDPC? Il est perçu toujours comme étant quelqu'un de l'Ouest, comme le candidat des Bamileke. D'ailleurs, quand vous discutez avec un certain nombre d'observateurs
acteurs encore de le la vie régionalisme. politique en Côte d'Ivoire, enfin, pardon, au Cameroun, ils disent que l'entourage de Kamto est formé uniquement par les gens de sa région. Et donc, ce qui peut justement fermer un petit peu la porte devant un certain nombre de personnes Mais est-ce qui que peuvent c'est venir. majoritaire? Est-ce que ce n'est pas Et minoritaire? ça, c'est un premier point. Ça, c'est le Sachant narratif. quand même non, que- pouvoir. non, mais ça, c'est un Il a premier montré point. quand même son Ouais. poids. Oui, mais il a un- Mais il faut qu'il soit à l'écoute. Oui, il a une deuxième qu'il faiblesse. soit à l'écoute, C'est quoi sa aussi, deuxième là. faiblesse? Alors, vous Deuxième voyez, faiblesse, c'est quoi sa première? sa deuxième faiblesse, sa première faiblesse, c'est d'être Le perçu comme un régionalisme. candidat Ça, c'est d'une le région. narratif, Hein, et deuxième faiblesse, en se disant maintenant je prends un petit peu le costume du mec responsable, conciliant, etc. D'ailleurs, beaucoup de gens lui ont reproché d'avoir C'est fait là- son meeting à Paris le 31 mai. Parce qu'il mai n'avait pas dernier, même il si n'avait pas vraiment le effectivement choix. pour lui ce meeting qui a été réussi- une réussite, ce meeting visait justement à demander le soutien de la diaspora camerounaise, Et mais ça c'est a quelque eu chose qui lieu, pourrait et être ça a eu utilisé lieu, contre lui c'est ça. compte tenu de des liens en Mais disant ça a eu c'est lieu toujours entre la diaspora Bien a sûr. énormément répondu Répondu présent présent. Et du coup, à le l'appel de Maurice lendemain, Kamto. c'est pour vous dire pourquoi la rue, c'est quand même un signe. Le lendemain, le pouvoir, quand il est parti à Yaoundé, on a Le vu pouvoir ce que ça a donné. effectivement a Parce qu'ils ont eu stoppé. peur. Voilà. Exactement, ils n'ont pas permis à ce qu'il y ait une réunion, Parce que un meeting. et troisièmement, moi je vois mais- mal si les hommes politiques du Nord donc continuent de soutenir Biya ou le RDCP. Donc dans tous les cas, il ne peut pas gagner Kamto, quel que soit le rassemblement de l'opposition. Si les hommes politiques du Nord ne soutiennent pas le président Paul Biya et eux-mêmes se déclarent candidats, je pense que l'opposition ne sera pas après, rassemblée re- et ça deuxième- amenuise On va les choses de reprendre Maurice comme un Kamto. point. Est-ce qu'aujourd'hui, Ça, vous c'est- considérez quand même que Maurice Kamto est l'opposant numéro 1 et qui rassemble du monde derrière lui, qu'il est Avec soutenu ce qu'il par a dit, beaucoup il de n'y croit Camerounais, que c'est quand même... oui, c'est-à-dire Non. en 2018, il est arrivé quand même deuxième à l'élection Il est très populaire. présidentielle. Voilà. Il est Il est populaire. semble populaire. Populaire. Sa démonstration de force quand même à en fait. France l'a aussi montré. Il fait peur au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut le mettre de côté et lui dire non, c'est pas finalement un opposant crédible qui peut... j'ai pas dit qu'il faut le mettre de Est-ce que côté. c'est pas balayé un peu trop J'ai vite pas dit, oui, éventuellement, j'ai ce pas qui dit qu'il peut faut le arriver mettre de côté, mais j'ai dit compte tenu de la situation Bien sûr. politique du Cameroun, il faut prendre le risque d'être un candidat rassembleur, mais un candidat de rupture. Or, Mais il le il fait. semble pas prendre ce cas-là. Il semble, en tout cas, Par contre, c'est un voilà. candidat de rupture, ça, Voilà. on ne peut pas dire le contraire. Et donc, je vois que le jeune Cabral, là, par exemple, Non. toute une partie de la jeunesse peut être mobilisée derrière lui. Et Exactement. lui, pour l'instant, la posture qu'il a, c'est d'être quelqu'un Elle de est un peu beaucoup plus modérée que Voilà. Maurice Oui. Kamto, effectivement. Mais l'opposition a besoin de tout le monde. Voilà. Exactement. C'est ça. Il Et faut c'est- rassembler Et tout c'est le monde. surtout au deuxième tour que ça se joue. Voilà, je pense que c'est au deuxième tour que ça se joue. Donc, vraiment, le Maurice Kamto, Monsieur Kamto, doit écouter être- effectivement, même ce que vous dites aussi. C'est pas que par le régionalisme qu'on y arrive. Oui. Il faut rassembler. Bien sûr. Mais bizarrement, en l'écoutant, Bon. parce que si on Et- l'a écouté, il parlait de Voilà. rassemblement. Voilà, de je fédérer. pense qu'il y a cette volonté-là. Quand on va être chef d'État, effectivement, il faut rassembler toute la nation. Et il a bien compris. Maintenant, après, le message de dire oui, avec moi, il n'y aura pas de poursuite pour tout ce qui Bon, s'est passé. on reste dans la C'est politique, stratégique. on ne va pas commenter C'est ça, stratégique. effectivement. C'est On stratégique. reste dans C'est la politique. stratégique. Mais Vrai, néanmoins, pas vrai, c'est- pour conclure, nous sommes à la fin de l'émission. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que l'opposant numéro 1, celui qui a le plus de chances éventuellement d'atteindre la magistrature suprême donc au Cameroun, et c'est donc Maurice Kamto, et encore mieux si il y va avec une opposition rassemblée. Mais il n'y a même pas de Clairement. contestation internationale, nationale. Oui, je pense qu'effectivement, Kamto est aujourd'hui celui qui représenterait mieux l'opposition. effectivement. Pour finir, pour moi, vous pour avez finir, 10 secondes. justement, on est aussi inquiet par la déclaration des cadres du PDCI qui disent que si Kamto gagnait les élections, que Du RDPC du RDCP qui disent que si Kamto gagnait les élections, il demanderait à l'armée camerounaise de prendre ses responsabilités. Donc, il préfère qu'il y ait un coup d'État au Cameroun plutôt que Kamto dirige le Cameroun. Donc, c'est qui est quand même assez inquiétant. Exactement, et Maurice Kamto a pointé du doigt, il a dit ouvertement, à savoir qu'on tend vers le coup d'État. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci à vous, Moïse Diallo, consultant en communication du RHDP. Merci à Babadem ainsi qu'à Dr Camara. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission L'Afrique dans tous ses états.